Bonsoir Rachid et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Thomas, merci pour l'invitation. Donc toi tu es enseignant et auteur d'un livre qui s'appelle Les Incasables aux éditions Robert Laffont, on va y revenir. Tu es très connu aussi sur les réseaux sociaux sous le pseudo Rachid l'Instit. Moi j'aimerais avoir une réaction sur ce qui s'est passé hier, qui est un événement planétaire, parce que tu tweets quand même beaucoup sur l'OM, tu es là-bas à Marseille, donc c'est une religion. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris le décès de Diego Maradona? Écoute, de la tristesse, je pense comme chaque amoureux du football. Voilà, comme tu l'as dit à Marseille, le football, c'est beaucoup plus qu'un sport. Et je crois que Maradona incarne vraiment ce côté transcendant du football. Quand le foot dépasse le terrain, quand il devient politique, quand il devient profondément humain. Et voilà, bien sûr, je n'ai pas eu la chance de le voir jouer, mais c'est quelqu'un qui dépasse tellement le cadre du football que voilà, je pense qu'on ne peut que être triste à cette annonce parce que c'est une page qui se tourne. Et voilà. Tu as évoqué le mot social, c'est aussi au cœur de ton livre qui s'appelle Les Incasables. Moi, il m'a passionné parce qu'il dit à la fois le quotidien d'un professeur et il traduit aussi ce que tu ressens de la société, comment l'éducation et l'école et les enseignants vivent ce qui se passe dans la société. Mais tu racontes quand tu es arrivé en France, donc tu as connu l'expérience de l'école au Maroc, puis après l'expérience de l'école en France. Tu racontes que seulement les Arabes t'adressaient la parole quand tu es arrivé à l'école, qu'il y avait les skaters, les geeks d'un côté, qu'il a fallu trouver sa place. Les incasables, c'est quoi? C'est une religion? C'est quelqu'un qui a un échec scolaire? C'est par rapport à une attitude, un comportement? C'est quoi en fait? Comment on le définit? Alors déjà, incasable, le terme d'où je le prends. Le terme, c'est évidemment, j'estime pas que mes élèves soient des incasables, pas du tout. Le but, c'est justement de montrer qu'ils ne sont pas incasables et que personne ne devrait être incasable dans une société inclusive. En fait, ce terme d'incasable, il est né après les lois de Jules Ferry, quand on a rendu l'instruction obligatoire et que donc on a estimé que tous les enfants avaient le droit à l'école. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants pour lesquels on ne savait pas faire. Et donc, au lieu de se dire on ne sait pas faire, on leur a donné des étiquettes qui les excluaient. On parle, par exemple, d'ingouvernable, d'imbécile. Tout ça, ce sont des termes vraiment institutionnels. Et parmi ces termes, on trouve les incasables. Aujourd'hui, on entend encore un petit peu ce mot de temps en temps pour faire référence à des élèves, à des jeunes euh, pour lesquels on ne trouve pas de solution adaptée. Et donc, on se les renvoie entre les différents services sociaux en parlant d'élèves incasables. Donc, je suis parti de ça pour justement montrer que ces élèves-là ne sont évidemment pas incasables et que peut-être que le souci, c'est qu'on ne leur trouve pas une case ou en tout cas pour déconstruire ce mythe des incasables. Il y a un sentiment que tu as ressenti quand tu as accueilli les élèves pour la première fois dans ta classe. Tu dis il y a un sentiment d'impuissance chevillé au corps. Comment, quand on est enseignant, on arrive à passer au-dessus de ce sentiment qui est extrêmement fort? Tu le livres au travers de ton livre. Et est-ce que vous avez, vous, enseignant, une formation qui vous permet justement d'être face à ces situations et d'être dans des classes qui sont quand même particulières où les enfants ont besoin d'un sentiment d'attention et d'une éducation qui est particulière? Alors, on va commencer par la formation. Moi, personnellement, je suis sorti de la fac il y a 6 ans. J'estime ne pas avoir reçu du tout une formation qui est susceptible de me donner les outils pour répondre à ces élèves-là. Je pense qu'on a quand même parlé des élèves à besoins éducatifs particuliers dans la formation, mais quand je suis arrivé en CECPA, j'étais surpris, j'étais choqué. Après, rien de ce qu'on m'a appris ne collait à ce que je devais faire, ne fonctionnait. Et donc, j'estime qu'il y a un vrai manque par rapport à ça. Moi, en termes de formation, je suis radical. Je pense que toute la formation de A à Z devrait être pensée vis-à-vis de ces élèves qu'on dit incapables. Parce que si on adapte la formation à ces élèves-là, si on sait faire avec ces élèves-là, on saura faire avec tous les autres. Ça n'enlèvera rien aux autres, au contraire. Et puis, concernant le début de ta question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on répond à cette impuissance qui est chevillée au corps, déjà, il faut la constater, il faut la comprendre. Et puis, voilà, l'impuissance apprise, c'est un terme que j'emprunte à un psychologue. Et lui-même, il explique que, en fait, on a cette impuissance, qu'on a subi tellement d'échecs, qu'on ne parvient plus à faire
le lien entre les efforts qu'on peut faire et les résultats qu'on peut obtenir. Donc, il faut recréer ce lien. Et comment on recrée ce lien? Ben, avec ces petites victoires, avec ces petites réussites. Ces réussites, ça doit être des challenges. On ne peut pas tricher avec les gamins, leur donner un travail de CP, CE1, alors qu'ils sont en cinquième, quatrième, et leur dire bravo, vous avez réussi. Parce que ça, ils le détectent très bien. Moi, plein de fois, j'ai distribué un travail et l'élève lui-même m'a dit mais ma petite sœur fait ça à l'école primaire, donc j'en veux pas. Il faut des défis qui soient réalistes, qui représentent quand même un challenge, et il faut retrouver cette petite victoire qui nous redonne un sentiment de contrôlabilité. En fait, c'est ça qu'il faut chercher, le sentiment de contrôlabilité. Tu parlais du fait que, que tu n'aies pas eu de formation adaptée au poste que tu occupes aujourd'hui. Et justement, dans ce passage-là du livre, tu dis que le destin de ces enfants, il doit aujourd'hui hanter ceux qui sont à la tête de l'éducation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, elle met en place des dispositifs pour aider ces enfants-là et leur permettre d'avoir une scolarité normale, entre guillemets? Ou est-ce que c'est juste de la communication et en vérité, vous constatez sur le terrain que vous n'avez pas les moyens de réaliser ce qu'il faut? Je vais te dire, Thomas, que c'est évidemment beaucoup plus de communication qu'autre chose, parce que le sort de ces élèves-là, il devrait effectivement hanter nos décideurs. Je parle de ça lorsque j'évoque le sort des élèves qui sont en ITEP, qui sont des enfants placés en foyer, et je sors cette citation, cette statistique que j'ai trouvée dans le livre de Lias Loufoque, L'enfer des foyers. Il dit que un quart des sans domicile fixe qu'on voit dans la rue sont issus de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et moi, je ne vois pas au jour d'aujourd'hui euh, une réponse politique à cette statistique effroyable, ni même au reste. Moi, j'assume de dire que pour qu'on change vraiment la donne, il faut investir massivement, il faut un pognon de dingue, il faut de l'humain, il faut recruter, il faut baisser les effectifs des classes, il nous faut des psychologues. Hier, j'ai parlé avec la psychologue scolaire qui est venue pour assister à une équipe éducative. Je lui ai dit, excuse-moi, mais je te vois toujours, toi, à toutes les équipes éducatives depuis que j'ai commencé ma carrière. Elle m'a dit, c'est bien normal, c'est moi qui m'occupe de 1600 élèves dans ce secteur. Autant dire que ce n'est pas un suivi des élèves qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est un suivi industriel, pas individualisé. Donc, voilà, ce sont des élèves qui ont besoin d'humain. Et l'humain, ça passe par beaucoup de moyens. Il faut l'assumer, il faut le dire. Tu prends aussi beaucoup à partie, j'avoue que je l'ai bien aimé, j'ai pris un certain plaisir à le lire, les éditorialistes ou certaines élites qui souvent viennent sur les plateaux livrer un constat sur l'école en mettant l'échec scolaire sur le dos des parents qui ne s'occuperaient pas des enfants ou des enfants qui auraient abandonné l'école et qui ne se donneraient pas eux-mêmes les moyens d'étudier. Et tu cites un chercheur qui s'appelle Camille Penny qui dit qu'on ne naît pas, on ne devient pas ouvrier, on est ouvrier. Et est-ce qu'aujourd'hui, le concept de classe sociale, il est toujours en place dans l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a toujours cette prégnance entre les enfants qui viennent des milieux défavorisés, des quartiers populaires et les autres? Écoute, la classe sociale, elle est flagrante. Moi, mon premier collège, il était situé au Caillol à Marseille. C'est un collège qui, normalement, devrait accueillir des élèves du quartier Saint-Julien qui est juste à côté, c'est-à-dire un petit quartier pavillonnaire avec milieu social moyen, voire aidé. Et puis, la cité Herbel, qui concentre beaucoup de difficultés sociales. Donc moi, techniquement, on ne sait pas, je dois avoir aussi des élèves de Saint-Julien. Et pourtant, je n'avais mais alors que des élèves de Herbel. Tous les autres, les élèves de Saint-Julien, les élèves des petits pavillons, étaient dans les classes générales. Ils étaient au collège, dans les classes générales. Donc, évidemment, quand on est en CEPA, je pense que, en fait, avoir une expérience d'enseignant en SECPA ou lire des ouvrages sociologiques comme ceux de Bernard Lahire, comme ceux de Bourdieu, c'est pareil. On arrive à la même conclusion qui est que justement, il y a une classe sociale et que à l'école, ça se voit très bien. Et donc voilà, par rapport à la classe sociale, c'est flagrant. Et puis, pardon, je ne me rappelle pas le reste de ta question. Non, c'était ça. C'était aujourd'hui, est-ce qu'il y a un déterminisme qui déjà, est-ce que les inégalités, parce qu'on nous dit que l'école, ça doit être un milieu où il n'y a pas d'inégalité, mais en fait, elles sont déjà reproduites dès le plus jeune âge, si on comprend bien.
Exactement, elles sont déjà reproduites dès le plus jeune âge et je peux même confirmer ça avec des statistiques. On ne sait pas à l'échelle nationale, les enfants d'ouvriers sont surreprésentés, les enfants de chômeurs sont surreprésentés, les enfants issus de l'immigration sont surreprésentés. On trouve aussi une surreprésentation des élèves issus de foyers qui sont dans l'aide sociale à l'enfance. Donc tout ça, c'est très clair et je crois que voilà, le nier, ça relèverait vraiment de l'aveuglement idéologique. Quand tu décris aussi l'éducation, les systèmes éducatifs, il y a un mot qui est un peu pour toi, pas tabou, mais sur lequel tu t'ériges en faux, c'est la compétition. Et tu dis qu'elle ne devrait pas avoir lieu dans une salle de classe et qu'elle n'a pas le droit de citer, entre guillemets. Est-ce que tu es inquiet aujourd'hui de voir que le modèle de société dans lequel on évolue, il met la concurrence comme vertu unique et c'est en train d'être reproduit à l'école, puisque c'est ce qui est le discours de l'éducation nationale qui veut véhiculer de la concurrence à l'intérieur des classes. Et quelles conséquences ça peut avoir, ça? C'est évidemment, c'est très difficile, voire peut-être même utopique, de dire que l'école peut demeurer un lieu où la compétition n'existe pas, alors que tout le reste de la société, effectivement, est autour de la compétition, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu social, partout. Euh, donc voilà, je ne sais pas si on va de plus en plus vers la compétition, mais en tout cas, on ne fait rien pour en sortir à l'école. Et je pense que les, euh, les répercussions que ça peut avoir, c'est par exemple quand on voit à quel point les SECPA sont stigmatisés, pour moi, c'est directement en lien avec l'esprit de compétition. Parce que si on admet que l'école, c'est un lieu où on vient avec ses difficultés et où le but, c'est simplement de progresser et pas d'atteindre un certain stade avant les autres et pas d'être meilleur que les autres, si on revient vraiment à l'esprit originel de l'école, ou en tout cas à ce qu'il devrait être, je crois qu'il n'y aurait plus cette stigmatisation vis-à-vis de ceux qui ne réussissent pas. On se dirait juste qu'ils sont en train d'apprendre exactement comme les autres. Cette stigmatisation, pour moi, c'est un effet néfaste directement en lien avec l'esprit de compétition qui règne à l'école et dans la société. D'ailleurs, on le voit à plusieurs reprises, on le voit dans ton livre, tes élèves ils s'identifient en disant, en parlant des autres classes du collège, en les qualifiant comme normales et en disant qu'est-ce que font les élèves normaux, alors que c'est des élèves tout à fait normaux que tu as, mais qui sont dans des conditions d'enseignement différentes. Quand on est enseignant, comment on arrive à vivre avec ça, puisqu'ils s'identifient toujours aux autres classes, en fait? Et voilà, c'est quelque chose, c'est une réflexion qui me suit partout, tout le temps, parce qu'effectivement, ils ne se considèrent pas comme, comme normaux, puisqu'ils parlent des autres comme étant les normaux, entre guillemets. Et puis, il y a beaucoup de choses, il faut le dire, qui sont là pour leur rappeler ou leur signifier qu'ils sont différents des autres. Secpa, c'est une insulte dans la cour de récré. Si sur YouTube, on tape Secpa, on trouve une série qui fait des millions de vues et dans laquelle on voit des personnages qui sont un peu des abrutis face à un professeur autoritaire et c'est censé faire rire. Donc voilà, c'est quelque chose effectivement de très difficile. Comment répondre à ça? euh, on y répond avec en œuvrant, on va dire, pour le défi le plus grand qui est face à un enseignant de SECPA, c'est redonner la confiance. Redonner la confiance, c'est aussi ce dont on a parlé tout à l'heure, redonner un sentiment de contrôlabilité, mais c'est aussi travailler sur le fait que, oui, vous êtes des élèves inscrits dans une section qui s'appelle la SECPA, et puis, puisque tout le monde se moque de vous par rapport à ça, ben, venez, on leur montre à quel point c'est faux. Je crois qu'on peut, moi en tout cas, j'ai souvent recours à cette rhétorique de réappropriation du stigmate. Je leur dis bien souvent, ben, prenez cette colère que ça vous fait d'être ainsi stigmatisé et faites-en quelque chose de positif qui va dans le sens des apprentissages. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de bosser avec mes élèves sur un podcast. Une des questions, c'était le nom du podcast, comment est-ce qu'on va l'appeler. Et franchement, ça a créé un débat super intéressant dans la classe parce que je leur ai dit, je leur ai laissé le choix, est-ce qu'on met le nom SECPA dans le titre du podcast? Est-ce que ça va être le podcast des SECPA? Est-ce que ça va être le podcast des Marseillais? Et eux-mêmes ont tenu à mettre les SECPA. Pas parce qu'ils sont fiers d'être en SECPA ou qu'ils ne sont pas fiers, mais parce qu'ils veulent redorer leur blason. Ils veulent se servir de ce podcast ou d'autres choses
pour montrer que les SECPA ne sont pas bêtes, ne sont pas ce qu'on dit d'eux dans la cour de récréation et en dehors. Il y a une partie du livre où tu fais le récit de la journée, donc c'est une journée de mai 2018 qui, je crois, les enseignants, c'est peut-être, s'ils vivent des journées comme ça tous les jours, c'est c'est incroyable. Et à la fin, il y a quand même ce constat qui est, où tu dis que tu as l'impression d'être un rouage du capitalisme et de faire du tri social. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, ils font encore ce métier par vocation ou est-ce que ça devient un métier comme un autre où on vient le matin, on part le soir juste pour gagner son salaire? Est-ce qu'il y a encore cette vocation-là ou est-ce que toutes les politiques qui sont d'austérité, le manque de formation, de moyens, ne sont pas en train d'abîmer justement ce bel idéal qui faisait que les enseignants se sentaient vraiment utiles à la République? Moi, je crois que la vocation, elle est toujours là. Quand on rentre en salle des profs, on se rend compte que les personnels qui sont là pour bien souvent autre chose que le salaire. Bien sûr, on est là pour le salaire. Il faut dire que le professeur, c'est un travail comme un autre. Moi, si on arrête de me payer, je ne vais pas aller au collège. Donc, bien sûr, c'est nécessaire. On est là pour aussi gagner notre pain. Mais moi, à chaque fois que je suis entré dans une salle de classe, j'ai vu des discussions passionnées sur les élèves, sur le sort de l'éducation nationale. Il y a une forte implication politique qui me fait dire que non, la vocation est toujours là, elle résiste quoi, à ces obstacles et effectivement à ce manque de moyens et à ces difficultés qui pourrissent notre quotidien et qui nous fatiguent mentalement. C'est très fatigant parce que la journée que j'ai décrite, je viens de vivre la même aujourd'hui, hein, peut-être encore deux stades au-dessus. Et franchement, beaucoup de professeurs m'ont écrit après le livre pour me dire qu'ils se sont reconnus, pas simplement dans ce chapitre, mais aussi dans le reste. Ça m'a fait très plaisir parce que moi, le but, c'était vraiment de rester terre à terre, de surtout pas aller dans le don de leçons ou de montrer un chemin ou un autre. C'est pas une recette miracle que je propose, c'est simplement donner à voir et à ressentir ce que vit un professeur de SECPA. Et ce que vit un professeur de SECPA, c'est aussi les mêmes difficultés que vivent d'autres professeurs en milieu défavorisé ou même ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que les trois quarts des élèves en situation défavorisée socialement ne sont pas dans un établissement prioritaire. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça a parlé à beaucoup de monde, ce passage, et aussi les autres. J'aurais dû te poser cette question au début, mais je te la pose maintenant parce qu'elle me vient comme ça dans le débat. Pourquoi tu as fait le choix d'être enseignant en SECPA en fait? Parce que Euh, c'est pas un choix commun et il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui font ce choix-là parce que c'est pas quand même le choix le plus facile. ouais, moi je vais être franc avec toi, Thomas. Je suis allé en SECPA, pas par vocation. Je suis allé en SECPA parce que voilà, j'ai fait ma première année. Au terme de cette première année, il faut faire des vœux. Et moi, je ne me sentais pas d'être le lundi dans cet établissement, le mardi dans cet établissement, parce que c'est ça qu'on promet aux enseignants débutants. Donc, je suis allé voir quel poste est-ce que je pouvais avoir à 100% pour aller chaque matin au même lieu de travail. Parce que me connaissant, je peux me réveiller le mardi et comme je suis le matin, je peux aller à l'établissement du lundi. Donc, j'ai choisi un établissement que personne ne demandait, une SECPA que personne ne demandait. Je l'ai eu, c'était mon premier vœu. Je ne savais pas vraiment ce qu'était la SECPA. Donc, je pense que la question, c'est pas pourquoi j'y suis allé, parce que j'y suis allé pour avoir un poste à temps plein, mais pourquoi j'y reste. Et pourquoi j'y reste, finalement, je pense que je trouve beaucoup de sens dans ce que je fais. J'ai l'impression d'être là où on a le plus besoin de moi, on a le plus besoin d'humains. Et, euh, et après, voilà, c'est pas pour toujours parce que je me rends bien compte que je suis en train de me fatiguer mentalement, que c'est très dur au quotidien. Et voilà, je pense qu'à partir d'un moment, quand je sens que j'ai plus la patience nécessaire, je partirai, je demanderai à aller dans une autre section. Justement, tu parlais tout à l'heure de la politisation des enseignants et du fait qu'ils réfléchissent et qu'ils discutent de tout ça. Il y a une partie qui, moi, évidemment, au regard de mon expérience, m'a parlé, c'est celle sur l'extrême droite, où tu te dis que des fois tu te retiens et en gros tu peux pas dire vraiment ce que tu penses et que c'est compliqué. Est-ce que tu sens, comme dans le reste de la société, que les idées d'extrême droite, elles influencent ou elles rentrent de plus en plus dans ce milieu de l'éducation nationale qui était un milieu plutôt perméable jusqu'à maintenant? Je crois que voilà, les idées de l'extrême droite, d'abord, effectivement, il y a ce devoir de neutralité, mais j'explique dans le livre que moi, humainement, j'ai des limites face au devoir de neutralité en classe, et donc j'hésite pas
à politiquement me positionner contre l'extrême droite. Parce que voilà, j'explique que c'était au lendemain des élections présidentielles que Marine Le Pen avait obtenu un fort score, que les élèves étaient inquiets par rapport à ça, que certains en rigolaient, certains montraient une certaine inquiétude, et même ceux qui en rigolaient, au fond, c'était pour cacher quelque chose. Et donc, ils avaient besoin d'entendre, je pense, ce jour-là, que leur professeur n'était pas, était lui aussi horrifié par ces idées-là. Donc là-dessus, je me censure pas, on va dire. Mais quand je suis sur le terrain, honnêtement, avec les collègues, avec l'état d'esprit qui peut régner dans les établissements, je ne sens pas l'arrivée de l'extrême droite dans nos salles de prof, en tout cas dans nos classes. Mais si on prend du recul et qu'on analyse les choses politiquement, globalement, l'extrême droite avance partout, 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 partout. Il y a aujourd'hui des liens, des syndicats, des choses qui font avancer les idées de l'extrême droite. Et bien sûr, l'école pour eux, c'est central. C'est le lieu où on réfléchit, c'est le lieu où on apprend l'esprit critique. Là, je vois, par exemple, dernièrement qu'un député de l'extrême droite a rédigé, je ne sais pas si c'est un projet de loi ou que sais-je, pour s'attaquer à soi-disant l'islamo-gauchisme, en tout cas à certaines parties des sciences sociales dites critiques auxquelles ils n'adhèrent pas, auxquelles enfin, ils en veulent à cette réflexion-là parce qu'ils savent qu'elle les met à mal. Et voilà, c'est par ce biais-là que l'extrême droite peut avancer. Et bien sûr, on parle de l'enseignement supérieur, mais ce qu'il y a avant n'est pas du tout protégé aujourd'hui de ces idées-là. Alors, tu racontes évidemment ton aventure d'enseignant, tout ce que tu vis au quotidien, mais depuis quelques mois, elle a pris une autre dimension, cette vie d'enseignant, puisqu'elle se fait dans le cadre d'une crise sanitaire absolument exceptionnelle. Comment vous, au premier confinement, tu as donné des cours par visio à tes élèves? Comment ça s'est passé? Est-ce que là, tu as vraiment ressenti encore plus de difficultés, encore plus d'inégalités, je dirais, pour transmettre le savoir? Alors, c'est ce que j'ai ressenti en premier lieu, c'est de la solitude. Parce que, ouais, j'avais préparé le visio, j'avais préparé mes cours, mais il n'y avait personne en face. Strictement personne. Donc, les élèves, il a fallu aller les chercher, il a fallu les appeler, il a fallu leur envoyer les documents par un autre biais que le visio. J'ai reçu très peu de réponses. Et c'était pareil pour mes collègues parce que, voilà, c'est ce public-là qui est en situation de précarité, qui est en grande difficulté scolaire. Il faut aller le chercher, il faut être derrière lui pour le faire bosser. Et donc, à distance, c'est très difficile de faire ce qu'on fait en classe, c'est-à-dire ramer pour mettre l'élève en situation de travail. Il y a ça, et puis il y a évidemment un aspect beaucoup plus terre à terre. La plupart des élèves n'avaient pas un ordinateur portable qui allait leur permettre de se connecter. Fracture numérique de premier degré, et puis la fracture numérique de second degré, même quand ils avaient le matériel nécessaire, que ce soit même un smartphone, on peut se connecter, je leur ai dit, on peut se parler, on peut faire le visio avec le smartphone. Mais ils n'ont pas appris à donner une utilité éducative à ces appareils numériques. C'est C'est ça c'est- qu'on appelle la fracture numérique de second degré aujourd'hui, c'est ce que je dénonce dans le livre, parce qu'on parle bien souvent de digital native, soi-disant que les jeunes auraient des compétences innées en matière de numérique. Michel Serres nous parle de regretter Michel Serres, pardon, nous parlait de petites poussettes. C'est la génération mutante, celle qui sait utiliser le smartphone presque instinctivement. Et ça, moi, je ne le vois pas avec mes élèves quand je les emmène en salle informatique. Ils sont perdus, ils ne savent pas ce que ça veut dire ouvrir un navigateur, ils ne savent pas ce que ça veut dire la barre d'adresse. Donc, les compétences numériques, c'est comme toutes les autres compétences. Elles sont distribuées avec un biais social très fort. Et je pense que ce serait très dangereux de croire que ce combat-là de l'inclusion numérique est gagné d'avance, bien au contraire. c'est vrai parce que ça m'a extrêmement surpris dans ton livre, parce que on a tous l'image d'une jeune génération, et j'en fais partie, on a grandi avec des téléphones et on est tous sur nos tablettes et nos ordis, et que tu décris des élèves qui sont sur Instagram, Snapchat ou YouTube toute la journée, mais quand tu les mets devant un ordi, un outil simple avec un tableur, et enfin, ce qui nous semble simple à nous parce qu'on a été formés, un tableur et utiliser Word, eh ben, ils sont totalement désemparés. Moi, ça m'a vraiment, là, ça m'a saisi cette problématique-là. Oui, moi aussi. Et puis, ça m'a empêché de travailler parce que
de plus en plus, j'ai baissé mes exigences en matière de numérique jusqu'à me rendre compte qu'il fallait vraiment revenir à la base, c'est-à-dire vraiment, ben, déjà, on va allumer l'ordinateur, on va voir comment s'appelle chaque icône, chaque logiciel, comment on va utiliser, comment on va aller sur un site, comment on va créer une adresse mail. Et je pense que voilà, ces enseignements-là souffrent déjà d'un manque de matériel dans les établissements et puis aussi d'une certaine idée, cette fameuse idée de digital native qui nous fait croire que le combat est gagné d'avance et qu'on peut juste aller faire des visios pour continuer à travailler, faire de la continuité pédagogique. Alors que voilà, ça a réussi avec certains publics. On l'a vu et revu dans les JT de France 2, dans les JT de TF1, avec la petite caméra qui venait s'installer dans les familles où tout se passait bien. On voyait le petit sortir son petit livre et travailler devant la caméra. Mais nous, ça ne se passait pas comme ça du tout. Alors, on va finir avec ouais, votre ministre, Jean-Michel Blanquer, qui a un peu défrayé la chronique, mais il en a l'habitude sur le fait qu'il ait financé un syndicat lycéen pour influencer la mobilisation sur la réforme du bac. Comment, toi, tu vois ça? Comment voient les enseignants le fait qu'on instrumentalise des jeunes? Parce que c'est ça aujourd'hui qui s'est passé. Ils ont instrumentalisé des jeunes élèves en formation pour des idées politiques. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. C'est très grave et écoute, moi, malheureusement, à titre personnel, je ne suis pas surpris. Je pense que les collègues non plus. Nous, la réalité de ce ministère, on la vit depuis pas mal d'années maintenant. Je crois que c'est 4. Ça paraît comme 20. Mais on n'a pas été, je pense, surpris. Mais effectivement, évidemment, c'est très grave parce que euh, la démocratie étant d'autres valeurs comme ça, il ne suffit pas de les enseigner dans un cahier, de faire répéter la définition. Ce sont des choses à faire vivre. Nous, en classe, quand on organise une élection des délégués, on fait en sorte que ce soit dans les règles parce qu'on sait que la démocratie, c'est quelque chose qu'on apprend en la faisant vivre, en faisant vivre des expériences de démocratie. Cette instance, le Conseil national de la vie lycéenne, c'est une instance qui est censée être démocratique. Donc, ce qui s'est passé là, c'est une instrumentalisation de la démocratie à des fins de communication politique. Et c'est très grave d'instrumentaliser la démocratie parce que ça montre l'image qu'on en a personnellement, c'est-à-dire un outil, quelque chose qu'on peut manipuler pour en faire absolument ce qu'on veut. Et voilà, quand on fait ça en haut lieu, ça donne une sale image et ça défait le travail que font les enseignants. Mais merci Rachid pour nous avoir accordé ce moment et je profite pour dire que tu as été ton livre que j'invite à lire parce qu'il est vraiment magnifique a été nominé pour un prix. Si tu peux nous dire le jury parce que je l'ai pas en tête. Ouais, bah ça y est, j'ai reçu le prix hier en fait. Ah Je suis dans. ben, eh ben, félicitations alors puisque tu as reçu le prix donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Thomas, c'est très gentil. C'est le prix, c'est le coup de cœur du jury des avant-premières de l'action publique. Ouais, je ne vais pas partager ça sur les réseaux parce qu'en ce moment, il y a autre chose de plus grave qui est discuté et à laquelle il faut laisser beaucoup de place. Ce qu'on a vu concernant Michel, ça m'a extrêmement choqué. Je pense que c'était un peu maladroit de partager mon petit prix pendant cette période-là. Mais, merci Rachid et bon courage pour la suite des aventures. Un grand merci à toi, Thomas, pour l'invitation.